Le télécran recevait et transmettait simultanément. Il captait tous les sons émis par Winston au-dessus d'un chuchotement très bas. De plus, tant que Winston demeurait dans le champ de vision de la plaque de métal, il pouvait être vu, aussi bien qu'entendu. Naturellement, il n'y avait aucun moyen de savoir si, à un moment donné, on était surveillé. Combien de fois et suivant quel plan la police de la pensée se branchait-elle sur une ligne individuelle quelconque, personne ne pouvait le savoir. On pouvait même imaginer qu'elle surveillait tout le monde, constamment. On devait vivre, on vivait, car l'habitude devient instinct, en admettant que tout son émis était entendu et que, sauf dans l'obscurité, tout mouvement était perçu. Depuis le début de la crise que nous connaissons, on a assisté à un véritable regain d'intérêt pour 1984, le roman dystopique de George Orwell paru en 1949. En France, depuis fin 2019, j'ai compté une quinzaine de rééditions, en comptant les romans graphiques et les BD. À cela s'ajoute la prolifération des nouvelles traductions, 4 depuis 2018. Il faut dire qu'Orwell est tombé récemment dans le domaine public, le 1er janvier 2021, ce qui peut expliquer ce regain éditorial. Mais on peut aussi constater que ce n'est pas la première fois que l'œuvre revient ainsi sur le devant de la scène. Dans les années 80, de nouvelles adaptations cinématographiques voient le jour, avec le film de Michael Radford en 1984 et Brasil de Terry Gilliam en 1985. Le futur vu du passé redevenait actuel, maintenant qu'avait été atteinte la date prophétisée par Orwell. Bien plus récemment, en 2016, l'élection de Donald Trump provoque une rupture de stock du roman aux États-Unis. Après la chute du mur de Berlin, on aurait pu penser qu'Orwell avait eu tort et son œuvre aurait pu tomber dans l'oubli. Au contraire, l'œuvre a gagné un statut mythique de par la diversité des réécritures et des adaptations qui en ont été faites. Mais c'est à certains moments clés que le roman est redécouvert et qu'un engouement collectif se crée autour de lui. Comme une prophétie qui ne s'est jamais réalisée mais à laquelle on croit quand tout s'assombrit. Tout se passe comme si l'actualité de 1984 s'imposait périodiquement, cycle après cycle, à chaque fois que la liberté individuelle connaît des restrictions. Mais qu'est-ce qui précisément est si actuel dans l'œuvre d'Orwell, au milieu de notre crise sanitaire ? Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'œuvre, voici un rapide résumé et un tour d'horizon des thèmes abordés. On suit le personnage de Winston, membre du parti qui gouverne le pays d'Océania, une société dans laquelle contrôle et surveillance règnent, et ce, à plusieurs niveaux. Un contrôle des corps. Les membres du parti ne peuvent se déplacer où ils le veulent, se marier avec qui ils le souhaitent, divorcer, et les relations charnelles sont à peine autorisées dans certaines circonstances. Un contrôle du passé et du présent. Le parti manipule les actualités et réécrit sans cesse l'histoire. C'est d'ailleurs le travail de Winston que de réécrire les journaux des temps passés pour ne pas laisser de preuves de la modification de l'histoire. Et enfin, un contrôle de la pensée, notamment par l'invention d'un nouveau langage qui ne permettra plus de penser contre le régime et qui est déjà partiellement mis en place, le Newspeak, traduit par novlangue ou encore néo-parler, ça dépend des traductions. Avec l'idée que contrôler le langage, c'est contrôler la pensée, Orwell rejoint la théorie Sapir-Whorf, selon laquelle les limites du langage correspondent aux limites de ce qu'on peut penser. Le Newspeak vise à réduire drastiquement les frontières du possible, en rendant impossible la contestation du parti. L'ensemble de ces contrôles est incarné par le fameux Big Brother, objet d'un culte de la personnalité débridée. L'expression a d'ailleurs presque toujours été gardée telle quelle dans les traductions françaises, ce qui lui confère un statut mythique. Big Brother, un peu comme une divinité, et partout et nulle part à la fois, il doit être à la fois craint et aimé. En réalité, ce que nous présente Orwell, qui cherchait par ce roman à mettre en garde ses contemporains contre la montée des régimes soviétiques et nazis, c'est l'image d'un totalitarisme parfaitement réussi. La fin de l'individu qui vient se noyer dans la masse du parti, un contrôle qui s'étend à tous les aspects de la vie, une vérité unique, bien que fluctuante, celle dictée par le parti. Plusieurs éléments permettront à Winston de se libérer et de mettre en doute la parole du parti. Notamment sa rencontre avec Julia, qu'il aime ou croit aimer, et avec laquelle il se reconnecte à la nature et à ses besoins primitifs. Ses rêves aussi lui permettent de laisser s'exprimer une part de lui qui est constamment réfrénée, et lui ouvrent les voies d'une mémoire enterrée. Comme si, pour échapper à la déshumanisation du contrôle, il fallait en revenir à l'animal en nous, l'instinct sexuel, l'inconscient. Ce roman montre la logique du comble qui existe dans beaucoup d'écrits de science-fiction. L'avenir décrit est en réalité l'image d'un des traits du présent, exagéré, poussé à son paroxysme jusqu'à définir l'ensemble de la société imaginée. C'est exactement ce que fait Orwell avec le totalitarisme. L'avenir sert de prétexte pour montrer ce que serait un totalitarisme parfaitement accompli et décortiquer sa logique première, le contrôle. C'est donc au totalitarisme qu'Orwell s'attaque pour mettre en garde ses contemporains. La société qu'il décrit n'a pas grand-chose à voir avec celle que nous connaissons aujourd'hui. Mais si 1984 est si intemporel, en dépit de son titre, c'est parce qu'il décrit une évolution des moyens techniques vers un contrôle plus étendu.
Dans les années 70, le philosophe Foucault décrit ce qu'il appelle la société disciplinaire, qui connaît son apogée au début du XXe siècle. On peut voir dans cette description un véritable écho à la société orwellienne, un régime politique qui arrive à discipliner aussi bien les corps que les esprits grâce à de nouveaux moyens techniques. Foucault appelle le régime féodal, dans lequel l'agriculture était la principale économie, une société de souveraineté. Dans ce régime, le roi avait le droit de vie et de mort sur ses sujets et l'État prélevait les ressources. Dans les sociétés disciplinaires et avec l'arrivée de l'industrie, l'État ne se contente plus seulement de prélever les ressources, il doit maintenant organiser la production. Le châtiment se déplace du corps vers l'esprit et on cherche à gérer la vie plus que la mort. Des institutions se créent pour encadrer et discipliner les individus. En fait, l'individu est à chaque étape de sa vie encadré par une institution, l'école, l'armée, l'usine, l'hôpital. La prison est l'exemple type de ces lieux d'encadrement et Foucault l'étudie en détail. Il étudie notamment un régime architectural propre aux sociétés disciplinaires, le panoptique. À l'origine, il s'agit d'une architecture dédiée aux prisons, qui permet à un surveillant d'observer l'ensemble des cellules d'un même point. Mais au cours du XXe siècle, ce dispositif a été utilisé dans d'autres lieux, comme les usines. Avec le panoptique, un seul individu peut surveiller un nombre important de personnes et chacune d'entre elles se sent personnellement surveillée. Les individus ne peuvent pas savoir précisément quand ils sont observés, mais savent qu'ils peuvent l'être à tout moment, ce qui crée un sentiment d'omniscience invisible. C'est précisément ce sentiment d'être surveillé tout le temps que connaît Winston à cause du télécran, un écran noir placé dans tous les lieux et qui permet au gouvernement de diffuser de l'information, mais aussi de regarder sans être vu. With the development of television, when it had become possible to receive and to transmit simultaneously, private life has come to an end. Aujourd'hui, on trouve des échos à ça avec les vidéosurveillances, la possibilité d'avoir accès aux données des individus en ligne ou de surveiller leur activité par les webcams. Il est tout naturel qu'avec la mise en place du pass sanitaire et aussi avant des attestations de sortie et autres joyeusetés, on ait eu l'impression d'être constamment surveillé. Même si dans les faits, les démocraties modernes ne sont pas équipées pour surveiller massivement la population et que l'absence d'un nombre important de contrôles a finalement permis pas mal de relâchement. En plein confinement dans cette ville, 25 hommes en petite tenue. T'évoquais la présence éventuelle d'un ou deux diplomates français. D'ailleurs, fun fact, Foucault situe l'origine des sociétés disciplinaires dans les grandes épidémies de peste, parce qu'à l'époque, il commence à mettre en place des mesures de quarantaine, c'est un peu plus sérieux que pendant le confinement, il quadrille la ville, et seuls quelques corps d'état spécifiques peuvent sortir, par exemple notamment l'armée, et en fait c'est à ce moment-là que se met en place les techniques de recensement de la population qu'on utilise encore aujourd'hui. Ok. Il est donc certain que des circonstances exceptionnelles voient l'arrivée de nouvelles techniques de contrôle qui vont ensuite devenir habituelles. Cependant, on peut s'attarder sur une évolution du contrôle dans nos sociétés actuelles qui rend l'œuvre d'Orwell un petit peu désuète. Cette évolution de l'encadrement de la population, elle est théorisée par le philosophe Deleuze sur la base des recherches de Foucault dans les années 90. Selon Deleuze, on entre alors dans une nouvelle ère, la société de contrôle. Nous sommes dans une crise généralisée de tous les milieux d'enfermement. Réformer l'école, réformer l'industrie, l'hôpital, l'armée, la prison. Mais chacun sait que ces institutions sont finies, à plus ou moins longue échéance. Il s'agit seulement de gérer leur agonie et d'occuper les gens jusqu'à l'installation de nouvelles forces qui frappent à la porte. Ce sont les sociétés de contrôle qui sont en train de remplacer les sociétés disciplinaires. Dans ce texte, Deleuze écrit que là où la discipline agissait sur tous de la même manière et dans des lieux bien spécifiques, le contrôle des sociétés de contrôle est caractérisé par une modulation très fine. Il s'adapte à chaque individu, il est donc beaucoup plus doux et discret. De plus, il s'exerce en continu, il est donc beaucoup plus facile à oublier. Avec le numérique, on est réellement rentré dans l'âge du contrôle parce qu'on a justement les outils pour s'adapter à tout le monde. Cette transition qu'il annonce, c'est un peu ce qui se passe avec la fin des examens au profit d'un contrôle continu, avec le télétravail ou l'école à distance. Ce contrôle est insidieux, discret. Il est plus du genre d'une Big Mother, pour reprendre le titre de l'ouvrage du psychiatre Michael Schneider sur le sujet. Confortable, il sait se faire oublier et nous bercer de l'illusion d'une liberté totale. Deleuze donne l'exemple de l'entreprise qui, avec le système de primes, pousse l'individu à agir d'une certaine façon, là où le salaire de l'usine était beaucoup plus fixe et n'encourageait pas les travailleurs à changer leur comportement et leurs désirs. On passe aussi progressivement de la prison au bracelet électronique, bref, on n'a plus besoin de lieu d'enfermement pour surveiller les gens. Les outils numériques permettent ce nouveau contrôle, mais aussi certains outils biologiques, comme la possibilité de contrôler les naissances indésirables, de limiter les maladies avant même la naissance, ce qui réduit le rôle de l'hôpital, une des institutions décrites par Foucault. Au-delà du contrôle de nos déplacements et de nos corps, qui a connu une renaissance visible avec la pandémie,
nous subissons aussi un contrôle tamisé, discret, qui nous pousse à agir d'une manière ou d'une autre, par exemple avec l'utilisation de nos données. Le contrôle aujourd'hui réussit donc à être à la fois standardisé et individualisé, global et narcissique. Si l'on se base sur ces deux modèles, Orwell a brillamment décrit les sociétés de son temps, des sociétés disciplinaires qui faisaient déjà appel à des moyens techniques pour surveiller la population. Il a su décrire ce qu'était un encadrement de la population poussé à son maximum, jusqu'à toucher les êtres dans leur intimité et les reprogrammer totalement. Mais cherchant avant tout à réfléchir aux conséquences du totalitarisme, il ne rend pas compte de l'évolution que nous connaissons aujourd'hui, un contrôle accepté, confortable, mais constant. Quelques années avant Orwell, Aldous Huxley, dans Le meilleur des mondes, décrit ce qui serait probablement une société de contrôle accomplie. Plus besoin de lieux d'encadrement, l'eugénisme crée des êtres qui sont nés pour être contrôlables. Le contrôle est doux, acceptable, la société est hédoniste, chacun vit dans le plaisir, mais n'en est pas moins durablement aliéné. Mais finalement, peu importe qu'Orwell ait eu raison ou non, l'auteur n'a pas vertu à être un prophète et il écrit avant tout pour ses contemporains. Il faut comprendre ses sensibilités et ses angoisses quant à son présent pour pleinement accueillir son œuvre. D'ailleurs, le titre de l'œuvre montre à quel point Orwell voulait parler de son propre temps. 1984, c'est l'inverse de 1948, date de l'écriture du roman.